Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette quatrième séance du séminaire Narrer la biodiversité. Alors pour la séance d'aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Michel Collot de la Sorbonne Nouvelle et Yves Ménard de l'Université Aix-Marseille pour une rencontre où notre principe d'interroger les concepts de biodiversité à partir des disciplines différentes va être poussé particulièrement loin, parce que nos deux intervenants ont en effet en commun quelque chose des esprits de la Renaissance, on va dire, dans la mesure où leurs recherches les ont conduits à traverser plusieurs disciplines. Pour Michel Collot, la littérature, la philosophie, les arts, la géographie et encore l'écologie. Pour Yves Ménard, la biologie, la philosophie, l'épistémologie et encore l'économie, je viens de découvrir. Il sera donc question aujourd'hui de poésie et d'intuition, de biodiversité des zones humides. Autant dire que nous avons hâte de les écouter. Alors, vous connaissez les principes du séminaire, donc les deux intervenants vont parler pendant 40-45 minutes chacun. Et puis, on va faire un moment assez long, donc environ 45 minutes de discussion. Donc, les questions en général Alors, il y a un plus pour ceux qui posent des questions transversales, bien évidemment, mais vous pouvez poser bien sûr des questions concernant l'une ou l'autre des interventions. Et puis, j'encourage toujours, parfois ça se fait, parfois pas, il n'y a pas de règles. Si les intervenants veulent se poser des questions, réagir à l'intervention de l'autre, c'est évidemment extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Donc, voilà, sans hésitation ultérieure, je commence par présenter. Je remercie tous les deux, donc Yves et Michel, et on commence avec la première intervention, celle de Michel Collot. C'est un plaisir et un honneur de le recevoir aujourd'hui ici. Donc Michel Collot, poète et essayiste, professeur émérite de littérature française à la Sorbonne Nouvelle, figure majeure des études sur les paysages. Nous avons parlé hier pour celles et ceux qui étaient avec nous à la librairie Tonnet, mais aussi plus récemment expert des études d'éco-poétique qui nous intéressent particulièrement, et j'ajoute grand spécialiste de poésie. Donc, parmi ces très nombreux ouvrages, je rappelle simplement quelques titres très importants pour notre sujet, en remontant le fil chronologique. Donc la face sensible de la Terre, que je n'ai pas pris, 2024, voilà, c'est ça, on fera circuler les textes. Un nouveau sentiment de la nature en 2022, et puis encore pour une géographie littéraire 2014, la pensée paysage, malheureusement épuisée, mais peut-être rééditée à partir de cette année, je ne peux pas les dire apparemment, 2011, ou encore la matière émotion en 1997. Donc aujourd'hui, Michel Collot va nous parler d'un sujet que nous avons peut-être insuffisamment abordé dans ces séminaires, donc nous plaidons coupables, c'est-à-dire la poésie et sa relation avec la biodiversité. Donc le titre de son intervention est Poésie et biodiversité. Alors je précise pour les gens qui sont en ligne, j'ai mis un lien Google Drive pour télécharger l'exemplier avec les citations qu'il va utiliser. Pour ceux qui sont sur place, est-ce que tout le monde a l'exemplier sous la main? Très bien, donc Michel, je vous remercie encore et je vous laisse la parole. Merci Ricardo de m'avoir invité à intervenir dans ce séminaire et dans le cadre de cette chaire consacrée aux enjeux poétiques contemporains, éco-poétiques, lapsus, et qui fait le pari de réunir des littéraires et des scientifiques autour d'un souci commun, cette année, celui de la biodiversité. Alors, comme vous n'avez pas beaucoup abordé en effet ce champ poétique, entre parenthèses, c'est assez souvent le cas dans le domaine de l'éco-critique et de l'éco-poétique, j'ai choisi d'évoquer deux tentatives récentes et remarquables pour rapprocher poésie et biodiversité, celle de Pierre Vinclair
et de Fabienne Raffaud, que je vais vous présenter dans un instant. Ces deux tentatives sont très intéressantes, mais je le dis tout de suite, elles ne m'ont pas entièrement convaincu. Je serai donc amené à émettre à leur égard des réserves qui n'enlèvent rien à l'estime dans laquelle je tiens leurs auteurs. Mais par le biais de cette discussion, je voudrais au fond suggérer en contrepoint ce que devrait ou pourrait être à mes yeux l'apport spécifique de la poésie à la cause de la biodiversité et plus généralement de l'écologie. L'expression pour moi en poésie de cette dimension sensible de notre relation au vivant que j'appelle notre éco-sensibilité. Je commence par Pierre Vinclair, qui est un jeune poète âgé d'une quarantaine d'années, mais qui a déjà publié une œuvre assez substantielle et conquis une certaine notoriété dans le milieu de la poésie française contemporaine. En 2020, Pierre Vinclair a fait paraître un recueil de poèmes intitulé « La sauvagerie ». Et il en a commenté lui-même la composition et les enjeux dans un essai qui est paru la même année, intitulé « Agir, non agir ». Par son titre, le recueil, paru dans la collection Biophilia, se présente comme une défense et illustration de la vie sauvage. Et l'essai comme un plaidoyer, je le cite, en faveur d'une poésie de la résistance écologique. Cet affichage est accrocheur, mais peut-être trompeur, car le propos de Vinclair dans ces deux ouvrages me paraît plus complexe et plus ambigu. La quatrième de couverture de La sauvagerie présente le recueil, je cite, comme une épopée totale concernant l'enjeu le plus brûlant de notre époque, la crise écologique, la destruction massive des écosystèmes, explorant les rapports variés que nous entretenons avec les autres vivants, les catastrophes passées et présentes, comme les moyens dont nous disposons pour envisager un avenir commun. Voilà un beau programme. Alors la deuxième section du recueil réunit une centaine de poèmes qui se veulent, je cite encore, autant de refuges pour les 100 espèces les plus menacées, désignées en latin par leur nom savant et classées par ordre alphabétique d'après la liste établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Voici un exemple consacré à une espèce de fuligule réduite aujourd'hui à quelques individus encore présents à Madagascar, que le poète dit d'ailleurs douter de pouvoir protéger d'une extinction imminente. C'est la première citation de l'exemplier. Je vais essayer de vous lire ce poème. Si j'ai voulu qu'il soit imprimé, c'est qu'il n'est pas forcément facile à lire. Donc, en titre, Aetia innotata, c'est l'espèce en voie de disparition. Et ceci, faut-il vraiment capturer le dernier canard d'une espèce éteinte ou presque pour le coincer dans un parc botanique à Tsimba Zaza et le forcer à se reproduire, tenir à bout de bras, sous cloche, pendant qu'ExxonMobil fracture toute roche, quelques spécimens épuisés. Je raccourcis la conclusion. Je t'abandonne, dernier des fuligules, au néant. D'autres poèmes tiennent un discours assez répandu dans le champ de l'éco-critique.
dénonce les méfaits du christianisme, de la colonisation, de la mondialisation, évoque les catastrophes passées ou à venir, les signes précurseurs de la fin du monde, ou encore célèbre des grands héros de l'écologie. Rares sont en revanche les poèmes qui témoignent d'un engagement actif dans les combats menés pour la défense de l'environnement, à l'exception d'un éloge de Notre-Dame-des-Landes, qui s'inspire d'un article paru dans Libération et qui relie la défense de la biodiversité à l'invention de nouveaux modes de vie et d'expression. C'est la deuxième citation. Ce qui se joue dans la ZAD, c'est la foison fantastique des façons dont la vie s'invente. En ce lieu que nous défendons, elles s'incarnent en des formes variées entrant en friction les unes avec les autres, sans recourir à la médiation d'une entité abstraite et supérieure. Je dirais pourquoi j'ai souligné, mis en gras certaines lettres. Je reviendrai plus tard sur la forme de ces poèmes. Comme l'indique le titre de son essai, Agir, non agir, Vinclair distingue l'action poétique de l'action politique. Le poète ne doit pas, selon lui, se borner à reproduire le discours militant, je le cite, qu'il peut par ailleurs tenir en tant que citoyen, mais produire de nouvelles formes de langage, capables de déjouer l'emprise des médias, des institutions. Les effets de la poésie ne sauraient donc être qu'indirects. Et Vinclair a bien conscience qu'elle ne peut guère changer l'état des choses. Je cite, « Secourir les espèces l'une après l'autre dans un poème est sympathique, mais autant écoper sa barque avec une écuelle trouée, non? Oui, l'arche coule. » L'arche de Noé, bâtie par le poète, ne sauve pas les animaux menacés ou seulement leur nom. Je cite encore. J'ai encore à la bouche de vagues mots sans référent, flottant dans la soupe du langage, mais les crabes agitant leurs pinces ne semblent pas beaucoup compter pour moi. Et pour comble d'ironie, la construction de cette arche et la publication de ce recueil, sous forme de livre, participent au désastre écologique. Le poète le dit non sans humour. Troisième citation. Vois ce poème. Il n'empêche le crime, ni ne ranime les mammifères morts. C'est notoire. Pour cette apostrophe, l'ordinateur rame, l'imprimeur fait tomber une forêt. Voilà qui ne donne pas un bilan très reluisant. Mais c'est pourtant en se tenant sur ce plan du langage et par le seul travail de l'écriture que Vinclair vise à rapprocher la poésie de la vie sauvage. Cela peut paraître d'autant plus paradoxal qu'il a bâti son recueil sur le modèle de la Délie de Maurice Sèvres, chef-d'œuvre de la poésie du XVIe siècle. Il a composé, comme son illustre prédécesseur, avec la collaboration d'une cinquantaine d'amis, 499 dizains, comme la Délie, puisqu'il y a plus 1, donc ça fait 500, pour la plupart entièrement écrits en décasyllabes. Cette référence à l'histoire de la poésie française, à l'un de ses maîtres favoris, le décasyllabe, à une forme fixe, le dizain, semble a priori bien éloigné de la sauvagerie revendiquée par le titre de l'ouvrage. Il est vrai que dans ce cadre emprunté à la tradition, le poète s'autorise toutes sortes de libertés, tant au niveau de la forme que du lexique et de la syntaxe. Finalement, il respecte rarement les règles de la versification classique, ou bien, pour les respecter,
il se livre à des acrobaties chères aux poètes d'avant-garde. Vous l'avez vu, en fin de vers, il coupe volontiers un mot pour lui permettre d'entrer dans les limites du maître, 10 syllabes, ce qui fait que le parc botanique de Tsimba Zaza devient Tsimba Zaza. Plus subtilement encore, il rejette en début du vers suivant les marques de pluriel ou de féminin parce qu'il remet à l'honneur une règle depuis longtemps tombée en désuétude, qui est celle des rimes féminines et des rimes masculines. Autrement dit, si vous voulez une rime avec, disons, si je prends un exemple, varié et entité, il faut absolument que la marque du pluriel et du féminin de varié soit reportée au début du vers suivant. Sinon, ça ne marcherait pas. Mais qui lui demande de faire marcher l'alternance des rimes féminines et masculines, abandonnées depuis vraiment plus d'un siècle par la poésie française, y compris celle qui s'écrit en vers dits réguliers. Voilà, ça donne toutes sortes d'effets particulièrement spectaculaires. Et je renvoie encore une fois aussi au poème de la ZAD, alors qu'il nous introduit une autre subtilité de la versification française qu'on appelle la rime batelée. C'est-à-dire que la sonorité qui est à la rime en fin de vers est reprise au milieu du vers suivant. On voit ce poème, donc non, ce qui se joue dans la ZAD, c'est la foison fantastique des façons, ou encore en friction, la médiation, alors rime intérieure. Voilà, donc tout un travail vraiment subtil sur les formes traditionnelles, que ce soit pour les enfreindre, mais aussi pour les réactiver. Donc, de ce point de vue, il s'inscrit bien dans une tradition, dans ce qu'il y a même de plus pointu dans cette tradition de la versification française. Mais il introduit également des termes peu courants dans la tradition poétique française qui appartiennent au registre le plus familier ou le plus savant. Écopée, tout à l'heure on a entendu, mais le plus savant avec ses noms empruntés à toute la nomenclature et la classification des espèces, mêlant à des expériences, à des expressions triviales, des allusions érudites, qui sont aussi des allusions littéraires, qui échappent à la plupart de ses lecteurs, parce qu'elles sont passablement hermétiques. Donc, par ce mélange des tons, des niveaux de langue, des lexiques, des savoirs, les plus hétérogènes, il entend redonner vie à une forme et à une langue trop rigides, et lui donner une diversité analogue à celle de la vie elle-même. Donc la diversité, elle se transpose, si on veut bien le suivre, au niveau finalement de la forme même du poème. Cela suffit-il à faire du poème, comme il le suggère dans son essai, je le cite, un animal, un petit être sauvage? Vinclair a bien conscience qu'on peut lui reprocher de se payer de mots, c'est lui-même qui le dit, en faisant de l'artefact le plus sophistiqué et d'un véritable bouillon de culture un modèle de sauvagerie. Alors, dans un entretien, il assume cette objection. La composition des dizains de la sauvagerie m'a demandé tant de lectures qu'on est en droit de se poser cette question. Est-ce que ce n'est pas de la foutaise, cette histoire de sauvagerie? Une pure posture? Est-ce que cette soi-disant sauvagerie n'est pas que de la poésie érudite? Eh bien, c'est à lever cette objection que Vinclair s'emploie dans son essai, en se plaçant d'entrée sous l'autorité d'un des fondateurs de l'éco-poétrie américaine,
Gary Snyder, qui donnait à la wilderness une extension maximale pour envisager, je cite Winkler citant Gary Snyder, le langage en tant que système sauvage, l'esprit en tant qu'habitat sauvage, le monde en tant que fabrication, poème, le poème en tant que créature de l'esprit sauvage. Alors je vais prendre le temps de m'arrêter quelques instants sur les arguments que déploie Winkler pour justifier, au fond, cet effacement de la distinction entre un produit culturel, comme le poème, et un fait nature. Il revient d'abord sur sa pratique de l'écriture poétique, qui peut être, selon lui, considérée comme sauvage, dans la mesure où elle ne suit pas un plan tracé d'idées préconçues, faisant la part belle à l'improvisation, il aime le jazz, pour laisser le poème, dit-il, pousser tout seul, selon le jeu des images et des signifiants qui l'emportent sur la direction d'un sens. Alors qu'il me soit permis de douter d'une telle spontanéité, fortement encadrée quand même par les contraintes qu'il s'est imposées en suivant le modèle de la délit ou la liste des 100 espèces les plus menacées par ordre alphabétique. Quand il explique en détail la genèse de tel ou tel de ses poèmes, il n'exclut pas d'ailleurs, il le dit, que le germe initial puisse en être une idée et que le développement relève d'une, je cite encore, opération intellectuelle, dont il excelle à démêler et à démonter les rouages. Rarement d'ailleurs, un poète aura commenté autant de ses propres textes avec autant de subtilité que Pierre Winkler. À côté, Edgar Poe et Valéry sont des amateurs. Du coup, on peine à croire qu'ils étaient écrits dans l'état chamanique que revendique Winkler. La fabrique du poème repose en fait, surtout à ses yeux, sur une opération linguistique. La place d'un mot, dit-il, y obéit à une logique phonique, jeu de mots, allitération, assonance, paronomase, syntaxique, c'est la phrase qu'il a mis là, culturelle, c'est un répertoire d'œuvres qu'il a mis là, je le cite. Cette opération, donc bien une opération linguistique et métapoétique d'une certaine façon et intertextuelle. L'écriture de poésie est pour Winkler, il le dit, un super jeu de langage qui associe aux règles de la versification traditionnelle des procédés modernes comme le collage, le montage, le recyclage d'éléments empruntés à un texte source. Winkler qualifie de sauvage cette, je le cite, sur-technique, celle du poème qui doit être sauvage, bien que fabrique. Alors évidemment, il reconnaît qu'à la différence de la sauvagerie naturelle du fauve, c'est une sauvagerie, je cite, une sauvagerie de synthèse. Elle s'accommode d'ailleurs fort bien d'un recours massif aux nouvelles technologies de l'information, dont Winkler fait un constant usage et un vibrant éloge. Le terme de synthèse doit aussi être entendu dans un autre sens, comme une tentative pour faire tenir ensemble les composantes hétérogènes du poème, afin que celui-ci soit analogue, nous dit Winkler, à ce système qu'est la nature, ou selon Lovelock, la planète Terre. On peut se demander si un tel cadre ne limite pas quelque peu la dynamique sauvage de l'écriture. Winkler lui-même avoue se servir, je le cite, du disin comme d'une cage, destinée à contenir la sauvagerie en une espèce de spectacle comme au zoo. Et dans cet essai, il va s'attarder sur un poème de Ted Hughes qui
exprimait la fascination mêlée de terreur que lui avait inspiré la vision d'un grand fauve en cage, un jaguar. Et bien voilà, pour Winkler, c'est là l'exemple même de la façon dont le poème peut dire la sauvagerie tout en la mettant en cage. Sauf que, dans une lettre importante, qui est citée aussi par Winkler, Ted Hughes expliquait que c'est tout autre chose qui l'a poussé à se tourner vers les animaux, vers les créatures, dit-il, les créatures sauvages de mon premier âge et de mon adolescence, saturées de sentiments vécus, intenses, de première main, qui remontaient à mon enfance, que Ted Hughes a vécu à la campagne. Autrement dit, chez Ted Hughes, cette présence de la vie sauvage, des animaux sauvages, elle repose aussi sur une expérience, un poids finalement d'affect précisément investi dans ces créatures. C'est ce poids d'expérience, cette charge affective qui, à mes yeux, manque au bestiaire de Winkler dans la sauvagerie. Il compare souvent le poème à un corps, mais il est surtout fait d'un corpus de textes recyclés. Pour que le poème prenne corps, il ne suffit pas de faire jouer les articulations du langage, il faut qu'il s'incarne dans la chair du monde et d'un sujet. La vie du poème, c'est le titre d'un autre essai de Pierre Winkler, ne se réduit pas à celle des mots, elle se nourrit d'expériences vécues ou imaginées. Celles-ci n'ont pas besoin d'être exotiques ou exceptionnelles pour nous faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Ce peut être un printemps silencieux, la découverte sur une plage d'un oiseau mazouté, le face-à-face d'un automobiliste avec un chevreuil qu'il vient d'écraser sur la route. Je vais passer au deuxième temps de cette communication et en venir à Fabienne Raffet. En faisant un petit détour par une des classes d'animaux qui revient le plus souvent dans la poésie contemporaine et d'ailleurs dans la tradition poétique, et qui est une de celles qui incarne le mieux la biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle, ce sont les oiseaux. Winkler lui-même leur a consacré un livre récent dont je n'ai pas le temps de parler, qui s'appelle Bird Song, dont vous avez la référence dans l'exemplier. Donc on le sait, on compte quelques 10 400 espèces d'oiseaux, ce qui en fait une des classes les plus diverses de toute le règne animal. Un des exemples en même temps les plus affligeants de l'érosion de cette biodiversité. Marielle Massé a consacré un bel essai à ce qu'elle appelle une pluie d'oiseaux. Elle y rappelle que ce thème se confond presque avec l'histoire du lyrisme. Mais elle montre aussi qu'il prend aujourd'hui une signification nouvelle. C'est en mobilisant les émotions que suscite en nous toute rencontre avec ces créatures ailées que la poésie peut nous faire mieux prendre conscience de notre appartenance à cet environnement que nous partageons avec elle. Je la cite, c'est comme si les oiseaux nous aidaient à nous émouvoir, à aimer ce que l'on a sous les yeux, comme s'ils intensifiaient et soutenaient notre lien à nos propres milieux. À mes yeux, c'est une poésie lyrique qui est la plus apte à accomplir ce que Marielle Massé appelle la vocation écologique du poème, parce qu'elle exprime nos affects et parce que lyrique est lié au chant. Le chant a été assez longtemps dans la poésie française
contemporaine, suspecté de vouloir réenchanter illusoirement le monde. Et beaucoup de poètes se sont employés à déchanter, au risque de décevoir leurs lecteurs. Il faut, au contraire, dit Marielle Massé, continuer à chanter, sans croire s'élever ou décoller du monde, mais chanter à neuf, pour être davantage du monde, dans le monde, car l'intensité du chant prouve la valeur de la vie. Maintenant, comment faire aujourd'hui pour faire chanter notre langue, pour faire écho à celle des oiseaux, sans chercher pour autant à l'imiter ni reprendre les procédés poétiques traditionnels. Marielle Massé, dans son essai, parcourt les voies empruntées par les poètes contemporains et beaucoup d'exemples, dont je ne retiens que l'un des plus emblématiques, celui de Fabienne Raffo, fondatrice aux éditions Corti, précisément de la collection Biophilia, dans laquelle sont parus, entre autres, le recueil de Pierre Vinclair et l'essai de Marielle Massé. Fabienne Raffo est aussi poète, et un de ses premiers recueils, Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, ça c'est le livre de Marielle Massé, Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, se présente, je reprends un titre à Olivier Messiaen, comme un catalogue d'oiseaux qui se veut conforme, dit-elle, aux règles actuelles de la classification du vivant, qui repose entre autres sur les notions d'ordre, de famille et d'espèce. Leur recensement se présente dans ce livre comme une défense et illustration de leur diversité. L'écriture y prend le plus souvent l'allure d'une sorte de dénombrement épique des familles d'oiseaux, et la poète annonce les couleurs au début du livre 1. C'est le petit passage que vous avez en bas de la première page de l'exemplier que je vais me risquer à essayer de lire. Les tinamidés, les sphénicidés, les gravidés, les podicipédidés, les phoenicoptéridés, les opistocomidés, les alcidés, les ptérodaclydés, les colombidés, les coloïdés et les trongonidés sont, comme les hominidés, des familles uniques, mais aucune ne sera oubliée. Et de fait, la composition du recueil va suivre cette classification, et à propos de chacune des familles, va se livrer à une impressionnante énumération de ces multiples espèces, parfois réduite à une simple liste de noms d'oiseaux, ou plus souvent soumise à une série de variations sur les diverses caractéristiques qui les distinguent les uns des autres, comme dans cette page alors consacrée aux sphéniciformes, que je renonce là pour le coup à vous lire. Elle n'est pas là. Non, elle est dans l'exemplier. Alors je vais vous la laisser la lire. Elle est accompagnée d'un petit appendice qui évidemment fait le constat accablant que de 1864 à 1880, 2 500 000 pingouins ont été tués dans les Falklands pour leur huile. Dans les années 1990, 7 000 manchots royaux sont morts sur l'île Macquarie suite à un survol à basse altitude d'un avion Hercules de l'Australian Air Force. En ornithologue amateur, Fabienne Raffo privilégie la précision de l'information plutôt que la recherche de l'expression. Mais elle reste poète en cédant au plaisir de la nomination, de la répétition, à la séduction de vocables rares dont le lecteur ignore le plus souvent le sens et la référence, mais qui composent une musique répétitive qui se veut faire écho à la polyphonie des chanteurs aidés. D'où ce petit passage qui est le plus lyrique de tout le recueil, puisqu'il faut bien mourir. Alors, mourir sur le champ du cirli du désert, sur le champ du solitaire masqué, sur le champ de la raponga tricaronculée, sur le champ du corbeau flûteur pie, sur le champ du gobe-mouche des collines,
sur le chant du gonolek à ventre blanc, sur le chant du cossif choriste, sur le chant du troglodyte musicien ou du mignon, sur le chant du siffleur des montagnes, sur le chant du rossignol Philomèle, et dans tout petit, ou sur le chant du merle de mon jardin, parce qu'évoquer son jardin est un peu une infraction à la règle d'objectivité que la poète s'est fixée. Alors je dois dire que mon oreille a un peu de peine à entendre ici un chant et une voix, parce que Fabienne Raffo s'abstient délibérément de tout lyrisme, et quand elle use exceptionnellement de la première personne, elle met le je en italique. Vous voyez ici que l'allusion à son jardin arrive en exposant, et en tout petit caractère, se méfiant des métaphores, à l'instar de ses contemporains qu'on nomme objectivistes et littéralistes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il en va tout autrement dans un ouvrage qu'elle a fait paraître quelques années plus tard, intitulé « Parce que l'oiseau », qui nous donne à lire ses carnets d'été. Le savoir de l'ornithologue va cette fois s'accompagner des émotions d'une ornithophile, telle qu'elle se désigne elle-même, qui exprime son amour des oiseaux, la relation intime qui les unit à eux au sein d'un environnement qu'elle partage avec eux, autour de sa maison, qui est baptisée, non sans mystère, le colombier. Quand elle observe ces oiseaux dans les bois, elle a parfois l'impression, dit-elle, que leur territoire est devenu le sien, comme par capillarité, les alentours n'étant plus regardés, mais sentis et ressentis dans tout son corps. Elle dit alors éprouver à la fois, je la cite, un sentiment oiseau et un sentiment forêt. Et elle avoue entretenir un rapport animiste avec certains individus, avoir du mal à contenir un penchant certain pour l'anthropomorphisme. Sans renoncer à leur nom savant, elle donne aux plus familiers un surnom qui les individualise. Tel rouge-queue s'appelle front blanc, tel fauvette tête noire, mais plus que la couleur, c'est leurs accents qui les distinguent et l'attachent à eux, car ils sont leur signature sonore. Il est frappant que cet amour des oiseaux et du chant, pour moi, s'exprime mieux dans la prose de ce texte autobiographique que dans son recueil de poèmes. C'est que le lyrisme demeure suspect aux yeux de certains poètes contemporains, y compris de ceux qui revendiquent leur biophilie. Je vais vers ma conclusion, rassurez-vous. Ce lyrisme n'était pourtant pas étranger aux précurseurs de l'éco-poésie, comme en témoigne, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, ce poème de Gary Snyder, qui célébrait les êtres humains et non humains qui peuplent le continent américain, appelé l'île Tortue, par certains peuples amérindiens. I pledge allegiance to the soul of Turtle Island and to the beings who thereon dwell, one ecosystem in diversity, under the sun, with joyful interpenetration for all. Ce lyrisme n'est plus l'expression d'un moi, il met en jeu et en jeu un sujet à la fois éco- et géocentré, local et global, situé dans la géographie d'un continent. Il est aussi inclus dans le tout de la nature. Ce poème, porteur d'une vision unitaire de l'univers, qui récuse la séparation entre l'homme et la nature en l'intégrant à la communauté des êtres vivants qui participent d'un même flux d'énergie. Snyder écrit, les poèmes parlent des courants d'énergie qui soutiennent la vie. Chaque être vivant est un tourbillon dans le flot, une turbulence, un champ. Le pays, la planète elle-même, est aussi, quoique sur un autre plan, un être vivant. Ce lyrisme, qui s'éloigne des formes traditionnelles, ne se borne donc pas à l'expression d'un sentiment personnel. Il n'enferme pas le poète dans la sphère de l'intériorité et de la subjectivité, il l'ouvre à son environnement. C'est en exprimant, pour moi, ce nouveau sentiment de la nature que la poésie peut donner à ressentir le lien vital, mais aussi affectif, symbolique,
qui unit l'être humain aux autres vivants et rendre ses lecteurs plus attentifs aux menaces qui pèsent sur eux, les convaincre de la nécessité de les protéger, contribuant ainsi à ce que Jacques Tassin appelle une écologie du sensible. La connaissance poétique se distingue de l'écologie scientifique, qui apporte des connaissances objectives sur l'état de la biodiversité. Elle la complète en mobilisant en faveur de sa défense des motivations subjectives qui procèdent de l'expérience sensible et de ce que Claudel appelait cette connaissance au monde et de soi-même. Merci beaucoup à Michel Collot de cette très belle communication qui nous a éclairé, nous a fait réfléchir autour de la spécificité de l'expérimentation qui est rendue possible par le langage poétique. Et j'aime beaucoup aussi le fait que, en tant que théoricien, mais aussi poète, ils prennent position par rapport à certaines évolutions, à certaines expérimentations de la poésie contemporaine par rapport à la biodiversité. Et je remercie aussi d'avoir vraiment calibré cette communication autour de questions de notre séminaire, la biodiversité, mais aussi le rapport entre connaissance poétique et écologie scientifique qui nous tient particulièrement à cœur, et d'avoir abordé des questions comme les rapports entre la diversité du langage et la diversité du vivant, ce paradoxe poétique du rapport entre sauvagerie et culture, comment devenir sauvage, comment on peut espérer devenir sauvage par un excès de culture, et encore toute la question du rapport entre subjectivité et objectivité dans l'écriture poétique, hein, comment ça c'est un problème qui se présente à la fois en science et en poésie, donc il y a de chemins croisés qu'on peut sûrement aller chercher pour effectivement s'interroger sur comment être du monde et dans le monde, comment faire chanter votre langue, je vous cite, et je cite ici Marianne Massé au passage. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Solange pour présenter notre prochain intervenant. Peut-être juste, ouais, j'ai réagi que je ne pourrais pas utiliser mon ordinateur pour projeter parce qu'il n'y aura plus de Teams dessus. Il n'y aura plus la session de Teams. Je te l'ai envoyé sur Teams. C'est bon. Ah oui, c'est vrai que c'est encore plus pratique. Ça n'a aucune importance. On peut changer, on peut le faire. On change de place peut-être? Non, je comprends pas comment les gens qui sont en ligne vont voir. Parce qu'en fait, c'est connecté par là. En fait. C'est connecté à la salle. Okay. Donc là, on s'en fiche du Teams. Si tu le dis. On va dire au 90%. On va si juste, tu le dis. Et là, il ne faut pas qu'on. Oui, là, on va juste détacher le. Il y a un problème, ils n'ont pas de. Oh, il y a un problème. Je vais te l'envoyer de toute façon. Voilà. Là, on va voir si j'ai péché par excès de confiance. Est-ce que les gens par Teams voient le PowerPoint? Oui. Oui, ils voient. Ces gens voient. Magnifique, Oui. merci. Tu peux me mettre debout là. Ah non, tu vas, tu vas parler, vas-y, mais sois bref. Je vais essayer de faire très vite. Donc, on a le grand plaisir d'accueillir Yves Ménard pour la deuxième présentation. Donc, tu es directeur de recherche en philosophie au centre Gilles-Gaston Granger de l'université Aix-Marseille et aussi directeur adjoint de ce laboratoire. Donc, tu es à la fois formé en biologie mais aussi en philosophie et en plus tu as soutenu ta thèse, donc ta HDR en économie, ce qu'on a appris hier soir. Qui était intitulé Penser la biodiversité, qui a donné lieu à ce livre que je peux faire passer aux éditions Hermann, publié en 2021, si vous voulez jeter un œil. Et donc les thèmes de prédilection sont la philosophie de la décision et en particulier sur la biodiversité, à laquelle tu as consacré un grand nombre de tes travaux, et en particulier aujourd'hui encore sur certains concepts de la biodiversité. Donc aujourd'hui la présentation s'intitule L'intuition des zones humides. Et donc tu y aborderas la question du concept écologique vague de ces zones humides à partir d'une perspective phénoménologique, en revenant, si j'ai bien compris, à la pensée de Husserl sur l'intuition. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
pour me donner la possibilité de faire cette intervention. Alors je me sens tout petit après la présentation précédente, donc je vais me mettre debout. Ah, voilà, pour le plus grand. Ça marche? Ah, voilà, super. Alors, pour vous expliquer un peu de quoi je vais vous parler globalement. On ne voit pas tout le texte, c'est pas grave. Non, il le Donc, voit là, mais... dans cette intervention, je vais vous parler de zones humides, c'est-à-dire que les zones humides, ça va être ce que j'appelle un peu pompeusement ma thématique objectale, c'est en gros le truc dont je vais parler, mais sans vouloir présager du fait qu'il s'agit d'objets, donc je ne vais pas dire tout mon objet. Et je veux poser la question de savoir s'il existe une intuition des zones humides qui a un rôle quelconque dans notre rapport à ces zones humides. Et où le terme intuition est à comprendre comme la traduction de Han Chaung dans la littérature philosophique, en particulier dans la littérature phénoménologique. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire des traductions, hein, mais pour faire très rapidement, hein, Han Chaung, clairement, c'est un terme qui est très décalé par rapport à notre usage principal de la notion d'intuition. Hein. Han Chaung, ça peut traduire façon de voir, ou conception, ou vision, et ça s'est retrouvé traduit par intuition dans toutes les traductions de phénoménologie. Hein. Et c'est une traduction qui a une histoire qui remonte au minimum à la traduction de Kant. Hein. Sinnliche Anschauung, c'est devenu l'intuition sensible, qui a un double problème de traduction, hein, puisqu'il y a l'effacement de la richesse de Anschauung en allemand et de ce rapport avec la vision et aussi avec les idées, les concepts, hein, qui disparaît dans la traduction. Et il y a le Sinn de Sinnliche qui en allemand renvoie aussi bien à la direction, à la signification qu'au sens de la sensibilité. Et ça aussi, c'est évacué dans l'intuition sensible qui traduit à Sinnliche Anschauung. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est une intuition qui va traduire ce concept plus riche, qui a un lien avec la vision et qui a un lien avec la pensée, avec les concepts. Donc, autour de ça, fondamentalement, je ne suis pas très ambitieux dans cette intervention. J'ai envie d'évoquer des questions épistémologiques, hein, c'est-à-dire, fondamentalement, la question épistémologique, c'est quelle est la connaissance? Qu'est-ce qu'on peut dire de la connaissance qui est la nôtre quand on identifie, quand on délimite, quand on caractérise une zone humide? Et en posant cette question épistémologique, je vais être amené à poser, donner des éléments de réponse à une question ontologique, au sens traditionnel que la philosophie donne à ce terme d'ontologie, c'est-à-dire fondamentalement de quoi est faite la réalité, hein, puisqu'on va se poser la question de quel genre de réalité relèvent les zones humides, si ce sont des réalités quelconques. Et puis finalement, ce faisant, eh bien, je vais aborder une question qui me paraît la plus importante, alors que j'appelle métaphysique. C'est pour le coup ma manière d'utiliser le terme métaphysique, c'est pour ça que je le mets entre guillemets. Cette question métaphysique à laquelle on va venir à la fin, c'est bien finalement qu'est-ce que les zones humides, elles ont à nous apprendre sur l'ordinaire et sur l'importance de l'ordinaire dans notre rapport à la réalité et dans la construction de nos connaissances. Donc pour cela, eh bien, je vais articuler ma présentation en 4 parties de durée très inégale. Tout d'abord, je vais vous donner, dans une dynamique très dogmatique, quelques éléments de cadrage sur la définition, l'état des lieux, les politiques, de quoi on parle en gros, hein, avec ces histoires de zones humides, présupposant que vous n'êtes pas forcément familier avec ces considérations. Et puis j'en viendrai à mon problème un peu pivot, hein, qui est celui de la connaissance des zones humides. Et je vais tester une idée qui me tient à cœur, qui est que on peut comprendre notre connaissance des zones humides, notre rapport aux zones humides, en s'appuyant sur une version de l'intuition catégoriale issue de la phénoménologie de Husserl. Et je dirais que c'est pas aussi simple et direct que ça.
et je vais explorer une piste pour essayer d'aller plus loin et de donner un peu corps à cette hypothèse, qui est celle du remplissement catégorial, une expression que j'emprunte à Dominique Pradel. Et du coup, tout ça m'amènera au plus important, mais qui sera le plus rapide dans cette intervention, qui est cette idée de savoir dans quelle mesure est-ce que toutes ces considérations nous donnent des pistes de réflexion sur ce que j'appelle la métaphysique de l'ordinaire. Donc, commençons par les éléments dogmatiques d'état des lieux. Les zones humides, fondamentalement, c'est quoi? On a tous à peu près une idée, on se doute de ce que c'est. C'est les forêts de saules qui sont au bord des rivières, c'est les tourbières, c'est les ripisylves, c'est-à-dire les forêts qui sont le long des cours d'eau, c'est les prés salés littoraux, c'est aussi les ceintures de phragmites et de divers roseaux qui sont autour des étangs, etc. C'est toutes ces choses-là. Ça, c'est les zones humides. Bon. Les zones humides, il est classiquement reconnu et mis en avant dans de nombreux discours plus ou moins dogmatiques, qu'elles remplissent de très nombreuses fonctions, qui se traduisent pour les hommes en de très nombreux services écosystémiques, qui finalement aboutissent ou confèrent des bénéfices pour tous. De quoi on parle? On parle typiquement du fait que la présence de zones humides à l'interface entre des champs cultivés dans lesquels il y a des engrais, des phytosanitaires qui sont répandus et des rivières, eh bien, ces zones humides, elles vont avoir un rôle de filtration, elles vont avoir un rôle d'absorption et de fixation de certains sédiments qui ne vont pas partir dans les rivières et se retrouver plus bas, accumuler éventuellement des pollutions. Elles vont avoir un rôle aussi de ralentissement des crues. C'est-à-dire que la pluie qui tombe sur les parties hautes des bassins versants, s'il y a des zones humides, et bien, au lieu de dévaler directement et d'occasionner, en cas d'événements intenses de pluie, des inondations plus bas, l'eau va être stockée, donc ralentie, et du coup aussi stockée et en réserve pour alimenter les étiages, c'est-à-dire les périodes de basse eau. L'eau est relarguée par les zones humides aux périodes de basse eau. Et puis finalement, elles ont aussi un rôle, divers rôles pour la biodiversité, en particulier, parce qu'il y a de nombreuses zones humides qui longent, qui se placent le long du réseau hydrographique et du coup qui assurent une continuité écologique. Il y a une diversité de milieux auxquels sont inféodées diverses espèces, etc. Donc, tout un tas de fonctions qui se traduisent par de nombreux services et au final, des bénéfices pour tous. Et pourtant, de nombreux chiffres circulent, en particulier, il y a une synthèse intéressante qu'on peut trouver dans l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques qui a été publiée par le ministère il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans peut-être, qui nous dit il y a des chiffres clés, selon les époques, on n'a pas exactement la même précision, on a des chiffres très grossiers pour disons la deuxième moitié du XXe siècle, qui par un chiffre très connu qui circule partout de perte de 50% des zones humides. Puis après, pour les périodes plus récentes, il y a des chiffres qui sont un peu plus détaillés, qui nous montrent que c'est pas complètement la catastrophe, mais il y a quand même beaucoup de types de zones humides qui sont en régression, et il y en a très peu qui sont en progression. Et donc tout ce croisement ou cette tension entre des bénéfices reconnus ou des services rendus très largement reconnus et des impacts très forts, une disparition massive des zones humides, ça a motivé de très nombreux cadres politiques, qu'ils soient législatifs, réglementaires ou stratégiques, à différentes échelles, qui ont pour ambition de préserver les zones humides, voire de les restaurer. Donc je ne vais pas tout vous lister, mais on peut en particulier penser au niveau européen à la directive cadre sur l'eau, qui via l'exigence d'atteinte de résultats en termes de qualité des masses d'eau et de quantité des masses d'eau, promeut la préservation des zones humides pour leur fonction d'épuration et leur fonction de maintien des étiages que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une traduction de ces lois européennes dans les lois françaises, en particulier la LEMA, la loi sur l'eau et milieux aquatiques, différents cadres législatifs relativement récents, comme la loi des terres sur les territoires ruraux, la loi Grenelle II, qui mettent en avant la protection des zones humides.
Et au niveau local, eh ben, tout ça se traduit par de très nombreux cadres d'action ou cadres stratégiques financés qui agissent pour la préservation des zones humides, en particulier voilà, les PGSZH, ça veut dire Plan de gestion stratégique des zones humides. Ça, c'est de l'argent européen qui vient financer le fait qu'on fait ceci, c'est-à-dire que sur le terrain, il y a des experts qui vont identifier les zones humides, cartographier à quel endroit est-ce qu'il y a des zones humides, les caractériser, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les fonctions dans les 3 dimensions hydrologiques, physiques, écologiques des zones humides, évaluer leur fonction globale, croiser cette fonction avec les pressions et menaces pour identifier des enjeux, et croiser ces enjeux avec ce qu'on appelle le taux de réponse, c'est-à-dire ce qui est déjà fait pour les préserver, pour agir aux endroits où ce n'est pas déjà préservé, et de façon à définir les priorités d'intervention et finalement à déployer des plans d'action. Alors vous doutez que tout ça, ça réclame d'être un petit peu plus clair sur la définition des zones humides que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a une définition des zones humides dans le Code de l'environnement. Ça nous dit que c'est les terrains exploités ou non habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, où la végétation, il y a une coquille, désolé, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. C'est pas beaucoup plus clair que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc heureusement, les textes réglementaires et législatifs sont adossés à des annexes qui pour le coup contiennent des critères très concrets. Alors je vais vous détailler ces critères très concrets, même si c'est un petit peu fastidieux parce que vous allez voir, c'est ça la clé qui fait que c'est très intéressant derrière. Alors, il y a 3 critères qui permettent de savoir si on est dans une zone humide ou pas. Il y a un premier critère qui est un critère botanique. Il y a une liste d'espèces dans le Code de l'environnement. Ces espèces, c'est les espèces qui sont qualifiées d'hygrophiles dans le cadre de la réglementation sur les zones humides. Et donc, si on a dans une zone plus de 50% de ces espèces, c'est zone humide. Il y a un critère qui est relatif aux habitats. Aux habitats qui est ce qu'on peut, en première approximation, considérer comme un synonyme d'écosystème. Il y a différentes classifications d'habitats qui ont été produits soit dans des contextes semi-réglementaires en Europe, il y a la classification CORIN, la classification ENIS. C'est des listes d'habitats qui nous disent les forêts de tel type avec du chêne, du frêne, etc. Ça a un petit code, etc. Bon, il y a ces listes-là. Et puis il y a les classifications qui sont issues plus de démarches scientifiques, même si elles relèvent d'une partie de l'écologie qui a un peu été désertée par les laboratoires en écologie et qui a été plutôt réinvestie par des institutions d'expertise. Je parle ici de la phytosociologie, qui est une classification qui mime la classification des êtres vivants, des animaux ou des végétaux, pour classifier les formations végétales. Et donc, le Code de l'environnement contient une liste en CORIN et une liste en phytosociologie qui nous dit, si vous êtes dans cet habitat-là, vous êtes en zone humide. Et puis enfin, il y a un critère pédologique. Un critère pédologique, pour l'appliquer, on utilise cette chose-là, une tarière. Je ne sais pas si vous êtes familier des tarières. Donc, ça ressemble à un grand T, et puis à la fin, il y a cette partie-là, qui est ces 2 lames de métal qui sont un peu torsadées, donc ça permet de sortir les petites carottes. Et donc, ce que le Code de l'environnement nous dit, c'est de regarder à quelle profondeur apparaissent ce qu'on appelle les horizons redoxiques, c'est-à-dire des traces de rouille. Il y a des traces de rouille s'il y a de l'engorgement et du désengorgement. Et s'il y a de l'engorgement en permanence, il y a ce qu'on appelle du gley. C'est une terre entre guillemets, grisâtre, qui sent très fort. Et donc, il y a une table qui nous dit, voilà, vous allez creuser, vous allez regarder quand est-ce qu'apparaissent vos traits redoxiques, quand est-ce qu'ils disparaissent, et puis ça vous permet de dire, je suis en zone humide ou pas. Alors, maintenant que j'ai fait un petit peu ce tableau des concepts de base, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien juste en passant, parce que je ne peux pas m'en empêcher, souligner quelques failles béantes de ce dogme qu'on assène à toutes les réunions dans les politiques publiques environnementales. Donc tout simplement, clairement, prétendre que tout ce que j'ai raconté et toutes les fonctions des zones humides et tous les services associés, ça se traduit par des bénéfices pour tous,
c'est clairement une énormité dépolitisante. Les différentes fonctions que j'ai évoquées ne sont pas réalisées aux mêmes endroits dans un bassin versant, dans des zones qui sont concernées par des activités portées par des populations différentes, avec des enjeux sociaux, économiques, culturels différents. Et clairement, quand voilà, il faut restaurer du bocage en tête de bassin versant pour protéger des inondations les pavillons des riches habitants de la partie aval du bassin versant, la politique de zone humide a une dimension redistributive et des impacts redistributifs majeurs. Donc c'est une évidence. La deuxième évidence, on ne voyait pas si je disais trop évident, c'est que tous ces discours que je viens d'évoquer pêle-mêle, clairement, on voit bien qu'ils ne parlent pas tous de la même chose. On se doute que tout ce qui est dit dans la littérature sur les fonctions des zones humides et les services associés, etc., c'est issu d'une littérature, en grande partie scientifique internationale, qui se contrefiche de donner des coups de tailleur pour savoir si ceci est une zone humide au sens réglementaire du terme. Et pourtant, on s'appuie sur cet argument pour mettre en œuvre des politiques qui, sur le terrain, s'appuient sur ces critères. Donc il y a pas mal de malentendus. Et puis, enfin, le truc que je préfère, c'est que on voit bien que toutes ces considérations que j'ai évoquées et tout ce qui a trait aux zones humides, ce sont des cadres d'action, des raisonnements qui impliquent des agrégations fallacieuses un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on mélange des torchons et des serviettes pour en faire, on sort un chiffre global ou un rang global qui n'a pas grand sens. Hein. L'agrégation des fonctions hydrologiques, écologiques, pour former une fonction globale, ça n'a pas grand sens. Et puis même, ce que je vous évoquais tout à l'heure, là, ces histoires d'impact sur les zones humides, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une perte de zones humides? Si moi je gagne de la zone humide, là, ici, mais je gagne de la zone humide qui est dans un état de conservation médiocre, hein, ou si je gagne beaucoup toujours de la même zone humide et que je perds différentes zones humides d'une large gamme de diversité, voilà, prétendre qu'on a, avec ce genre de choses, on peut dire il y a une pression sur les zones humides et les zones humides sont dans une bonne ou mauvaise dynamique, ça implique des agrégations qui sont complètement fallacieuses. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, mon problème central, c'est celui de la connaissance des zones humides. Alors, ma question, c'est quel type de connaissance on a et sur quoi on s'appuie quand on va sur le terrain et on essaye de voir où s'arrête, où commence ma zone humide, qu'est-ce que c'est que ma zone humide. Alors, il y a une réponse triviale, mais complètement fausse à cette question. Elle consiste à dire, c'est très simple, vous nous avez donné les critères, appliquez les critères. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que d'une part, les critères ne suffisent pas. Pour le montrer, alors il y a plein de raisons pour lesquelles les critères ne suffisent pas, mais je vais juste vous donner un petit exemple pour vous faire comprendre. Vous voyez ce genre de zone, là il y a une rivière qui passe, je suis dans le bassin versant de la Dore, dans le Puy-de-Dôme. On voit bien, il y a en bord de rivière, il y a des zones, on se doute bien que là, on va marcher dans l'eau et puis après ça s'élève sur le côté. Alors, vous vous rappelez, le critère, ça disait, s'il y a plus de 50% d'espèces hygrophiles, c'est la zone humide, s'il y en a moins, c'est pas de la zone humide. Alors, imaginons, je prends ma bande là, je regarde, j'ai 80% d'espèces hygrophiles, bingo, c'est une zone humide. Et puis, je vais juste là, je prends une bande d'exactement la même surface, puis je vois qu'il y en a 40%. Bah, c'est pas une zone humide. C'est facile, on fait le trait. Mais si je prends les deux ensemble, 80 plus 40, c'est combien? 120 divisé par 2, ça fait 60. Donc en fait, ma zone humide, c'est tout ça. Alors finalement, c'est ça ou c'est ça ma zone humide? Alors il y a plein de petits paradoxes comme ça qui font que les critères sont inutilisables. Il y a aussi des questions beaucoup plus bêtes des fois, vous savez, une sorte de pas japonais. Il y a des petites zones qui sont un peu plus élevées, des microbutes. Et là, et si je prends juste la microbute, c'est pas en zone humide, il y a moins de 50%. Alors qu'est-ce que je fais? Je les prends ensemble, je les prends pas. Et finalement, on voit bien, les critères ne suffisent pas. Mais il y a plus grave, c'est qu'en fait, les critères, il faut les contourner. Parce que le but de ces politiques, c'est de restaurer les zones humides. C'est quoi restaurer une zone humide?
Des fois, c'est une zone humide qui est dans un sale état, on reforme une zone humide. Mais parfois, restaurer une zone humide. On sait qu'à cet endroit, il y avait une zone humide avant qu'on la dégrade, mais la dégradation a fait disparaître la zone humide au sens où elle a fait disparaître les espèces hygrophiles qu'il y avait, les cortèges végétaux hygrophiles qu'il y avait. Hein, l'exemple que je vous présente là, c'est un cas hyper classique dans ces zones de moyenne montagne. Vous avez ici là, une très très belle prairie humide. C'est le haut du bassin versant, c'est la tête du bassin versant, il y a une rivière qui commence. Alors, on commence là, c'est de la zone humide, on applique les critères, il n'y a pas de problème. On continue le long de la rivière, on a des forêts, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment, ah bam. Vous voyez, ces stries là, c'est une plantation au cordeau d'épicéa. Alors pour l'épicéa, ça ne pousse pas les pieds dans l'eau, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des drains énormes. Donc maintenant, je vais là-bas, je donne des coups de tarière, il n'y a pas de traces d'hygromorphie. Je regarde les habitats, c'est une monoculture d'épicéa, ça ne rentre pas dans les critères phytosociologiques. Je regarde la composition végétale, il n'y a que de l'épicéa, ce n'est pas une espèce de zone humide. Donc si j'applique les critères, je m'interdis de restaurer cette zone humide ou même de porter le message qu'il faut restaurer cette zone humide. Donc on est obligé de contourner les critères. Et en fait, c'est facile de contourner les critères. Parce que les critères, ils ne nous disent pas qu'il faut mettre un coup de tarière tous les mètres, tous les 50 cm. Ils nous disent qu'il faut planter des coups de tarière selon un protocole de répartition qui a un sens et s'appuyer sur les limites de niveau ou d'autres, les codes de crue, d'autres paramètres microtopographiques ou topographiques et qui permettent d'extrapoler. Alors c'est facile, je donne des coups de tarière ici, puis j'en donne un peu plus bas, et puis je dis, vous voyez bien, topographiquement, c'est la même entité, donc c'est de la zone humide. Donc il faut les contourner, et c'est très facile de le faire. Mais alors finalement, qu'est-ce que c'est connaître les zones humides si ce n'est pas appliquer les critères qu'on a mis dans la définition? Qu'est-ce qui se passe là dans cet acte cognitif par lequel on se dit j'ai affaire à une zone humide? Alors, la piste que j'ai envie de creuser pour répondre à cette question, elle s'appuie sur la notion d'intuition catégoriale tirée de, disons, ma lecture de Husserl, parce que le terme d'intuition catégoriale est issu d'un vocable husserlien introduit dans la 6e recherche logique, texte très riche et ouvert à énormément d'interprétations différentes, parce que aussi très élusif. Donc voilà. Je ne prétends pas que ce que je vais vous dire est la lecture absolue de l'idée d'intuition catégoriale chez Husserl. C'est une interprétation, et une interprétation que j'ouvre à des applications qui n'étaient évidemment pas dans le champ de ce qui intéressait Husserl. Alors, pour faire comprendre cette notion, à moins que tout le monde soit parfaitement au courant de ce que c'est, je fais un petit détour par les espèces. Je suis botaniste, j'ai eu l'immense chance d'avoir pour prof de botanique Jean-Jacques Lazare, qui est un très très grand botaniste, et qui nous disait toujours, il prenait prendre cette chose-là, il disait, mais qu'est-ce que vous voyez? Alors là, tout le monde tombe dans le panneau et dit, bon, on voit une espèce, moi je connais cette espèce, c'est Pancratium illyricum, moi on me montre ça, je dis, ouais, je vois Pancratium illyricum. Et il disait, mais non, en fait, vous voyez des individus de cette espèce, mais en fait, l'espèce, vous ne la voyez pas. L'espèce, c'est une construction conceptuelle, issue d'un travail d'examen de la diversité des individus qu'on peut ranger dans cette espèce, de façon à identifier les critères qui vous permettront de valider le fait que c'est cette espèce. Eh bien, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je vais sur le terrain, je croise, quand je fais de la botanique, des espèces. J'ai un rapport direct dans mon rapport visuel vécu à la biodiversité que je croise quand je fais de la botanique. J'ai un rapport vécu à l'espèce, pas à l'individu. Et l'une des preuves qu'on peut s'en donner, c'est qu'il existe de très nombreuses espèces végétales pour laquelle la notion d'individu, telle qu'on l'applique pour l'être humain par exemple, ne s'applique pas du tout. Par exemple, l'un des exemples les plus phares, c'est la canne de Provence. Si vous voyez ce que c'est, la canne de Provence, dans tout le sud-est,
toutes les gravières de bord de cours d'eau et les îlots entre les différents bras du Rhône, de la Durance, etc., c'est de plus en plus uniquement de la canne de Provence. Eh bien, c'est un individu, c'est un clone. Cette espèce est incapable de faire une reproduction quelconque, sexuée. Elle fait c'est juste du bouturage. C'est le même individu. C'est pareil, la renouée du Japon. La renouée du Japon, c'est un seul individu. Et il y en a sur des surfaces monumentales qui se chiffrent en millions d'hectares en Europe. Donc l'individu, dans ce genre de cas, et la construction conceptuelle ex post qu'on applique à une appréhension de la réalité qui est fondamentalement structurée par notre rapport à la catégorie, l'espèce. Et c'est comme ça que moi je comprends ou que j'étends la notion d'intuition catégoriale qui a été proposée par Husserl dans un contexte très différent. Et si on revient un petit peu à nos zones humides, j'ai dit, l'un des 3 critères, c'est une liste de catégories qui sont les habitats, au sens phytosociologique, au sens de la classification Vénis, etc. Et Jean-Jacques Lazare, il nous disait, mais la phytosociologie, les communautés végétales, c'est exactement pareil que les espèces. En fait, vous n'avez jamais affaire à des habitats. On n'a jamais affaire à un marais. On a affaire à un individu de marais. Et dans cet exemple-là, qui est juste une extension de la même logique qu'il applique à la classification végétale, à la classification et extension à la classification des écosystèmes, on voit bien que c'est beaucoup moins convaincant. On est quand même facilement convaincu, d'autant que Jean-Jacques il a la classe quand il explique. Mais voilà, c'est beaucoup moins convaincant. L'individu d'association, l'individu d'écosystème, c'est beaucoup moins convaincant. Donc, d'où l'idée qui est la mienne de voir si on peut creuser cette piste de l'intuition catégoriale pour mieux comprendre ce qui se passe dans le rapport vécu et le rapport de connaissance vécue qu'on a avec des zones humides. Mais le problème, c'est que ce que j'essaye de faire avec les zones humides, en fait, Dominique Pradel, qui est un grand professeur de phénoménologie à la Sorbonne, que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais en master à la Sorbonne, un master de phénoménologie, il a essayé de faire ça sur d'autres catégories chez Husserl, qui sont les catégories qui relèvent des idéalités mathématiques. Parce qu'en fait, Husserl, dans les recherches logiques, il ne parle pas encore d'espèces, il parlera d'espèces, il évoquera la piste de l'application à ce qu'il appelle des catégories matérielles, dont les catégories matérielles de la zoologie, dans les idéons, mais à l'époque de la recherche logique, il s'intéresse principalement, les catégories auxquelles il s'intéresse, c'est les catégories qui sont plutôt mathématiques. Et le problème, c'est que dans toutes les explorations auxquelles il s'adonne dans la 6e recherche logique autour de la notion d'intuition catégoriale, il mélange de manière un petit peu indiscriminée différents types d'objets, différents types d'éléments de thématiques objectales différentes, pour reprendre mon terme de tout à l'heure. Il va parler d'objets individuels, mais aussi d'éléments d'objets au sens large qu'on peut relier à des objets individuels par abstraction, comme par exemple le rouge en général, ou telle teinte de rouge. Puis aussi de ce qu'on peut relier à des cas individuels par formalisation, comme la droite en général, le cercle en général, etc. Et donc, ce que Dominique Pradel déplore, c'est que il y a une plurivocité de l'utilisation du terme Anschauung, et donc sa traduction intuition chez Husserl, dans la 6e recherche logique à cet égard. Et puis finalement, il y a une élision de ce travail de décrire exactement comment fonctionne
les différentes formes d'intuition catégoriale, est-ce qu'elles fonctionnent pareil, quelles sont leurs spécificités, et puis on voit bien qu'il y a quand même une différence avec l'intuition de l'individuel. Mais finalement, Husserl se contente de présenter les différents cas comme étant analogues. Il ne creuse pas vraiment les choses. Et donc, Dominique Pradel, ça signe pour objectif de remplir ce manque, ce gap, ce point aveugle dans la 6e recherche logique, dans le cas des idéalités formelles. Et alors, je vous ai mis enfin, c'est un gros livre, c'est très riche, son livre. Donc, pour bien cibler les choses, je vous ai choisi juste une citation que je me permets de reproduire in extenso parce qu'elle me semble bien capturer les éléments clés de ce qu'il propose. Ce qu'il nous dit, c'est que alors le si là, c'est une formule concessive, c'est pas un conditionnel. S'il n'existe pas d'intuition immédiatement et originairement donatrice des objets catégoriaux, nombre cardinal, nombre réel, ensemble, etc., il existe en revanche un ensemble de procédures d'attestation, de validation et d'analyse conceptuelle des significations catégoriales de ces notions. Se substitue ainsi au concept d'intuition catégoriale donatrice d'objets formels la notion de remplissement catégorial comme procès de validation. Donc, si je reformule un tout petit peu, il nous dit on ne va pas réussir à cibler l'Anschauung du nombre cardinal. Par contre, on va arriver à cibler des éléments procéduraux que vont suivre tous les gens qui prétendent se rapporter à ce corrélat de l'Anschauung des nombres catégoriaux. Donc c'est une forme de procéduralisme qui est réinséré dans la théorie de l'intuition catégoriale. Alors, je me permets, comme tout à l'heure, de faire une petite digression pour juste évoquer 3 petits points qui me semblent intéressants de discuter dans d'autres cadres autour de cette théorie qui est très intéressante, mais pose ou ouvre plein de brèches de discussion que malheureusement Dominique Pradel n'a pas le temps d'explorer dans ce bouquin-là. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on voit, et Dominique Pradel le dit clairement, que dans cette théorie, eh bien, on a affaire à une théorie, un cadre conceptuel dans lequel eh bien, le sens des notions qui servent à désigner tous les objets d'intérêt épuise la référence. Donc, j'évoque ici, bien sûr, la distinction sens-référence dans la tradition de Frege. Et là, on a vraiment donc, le sens en tant que quantité linguistique et conceptuelle intersubjective par opposition à la réalité à laquelle fait référence l'expression ou le mot qui a le sens dont on parle. L'exemple classique de Frege, c'est l'étoile du matin, l'étoile du soir. Les deux sens sont différents, la référence est la même. Voilà, dans ce que propose Dominique Pradel, on a le sens qui est caractérisé par cet ensemble de procédures qui va complètement épuiser la référence. On va plus poser la question de savoir s'il y a une distinction entre le sens et la référence. Ce qui me semble quand même être un point important qui mérite discussion, qui est très cohérent avec ce que disait Husserl. Husserl, dans les recherches logiques, je ne sais plus si c'est la 5e ou la 6e, il cite Frege et il parle de la distinction Sinnbedeutung. Il dit bon, c'est pas pertinent pour ce que je raconte. Et c'est pas entièrement convaincant non plus parce que toute la littérature, une grosse partie de la littérature en philosophie analytique, c'est dans une large part développé dans cet interstice entre le sens et la référence, parfois dans la direction au contraire d'un épuisement du sens par la référence. Donc voilà, c'est quand même un point aveugle. Et le deuxième chose qui est troublante, c'est que pourtant Dominique Pradel, il revendique une certaine forme de réalisme dans sa compréhension des mathématiques dans cette théorie,
Ce qui est en un sens en tension avec cet épuisement de la référence par le sens. Et une bonne manière de le voir aussi, hein, c'est de développer l'analogie ou de remarquer la très forte analogie entre ce que propose Pradel et les évolutions qu'ont subies les théories de philosophie politique anglo-saxonne dans le sillage en particulier du travail de Rawls, hein, dans le sens d'un procéduralisme. Donc je ne sais pas, pareil, si c'est une littérature qui vous est très familière, hein, mais dans la littérature philosophique rawlsienne, à partir de la théorie de la justice en 1971, et avec surtout le libéralisme politique dans les années 90, Rawls a proposé une vision procédurale de la justice, hein, dans laquelle il affirme que on ne peut pas avoir on n'a pas une connaissance, la théorie de la justice ne va pas affirmer réellement un contenu de la théorie de la justice, mais elle va identifier une procédure qui permet qui, en étant déployée, permet d'identifier les principaux éléments de la théorie de la justice. Et Rawls, lui, clairement, présente cette approche procédurale comme s'opposant au réalisme moral. Il insiste beaucoup sur cette distinction, et on peut, à bien des égards, faire le parallèle. Le parallèle, il me semble très complet, très fourni entre ces deux approches qui vont opérer une sorte de recul vers la procédure et du coup prendre leur distance avec une certaine forme de réalité. Et ceci ouvre à la deuxième, au troisième point, hein, qui est que justement l'un des grands thèmes de réflexion sur les théories procédurales de la justice, telles qu'elles ont été développées en particulier en théorie de la démocratie plus après les années 2000, hein, c'est la prise de conscience du fait que une approche procédurale ouvre à une régression à l'infini. Parce que si on se dit qu'on ne peut pas avoir une connaissance, on ne peut pas présenter les éléments clés d'une théorie de la justice, mais par contre on peut présenter les éléments clés d'une procédure qui permet d'aboutir à une théorie de la justice, ben finalement, qu'est-ce qui doit nous laisser penser qu'on est en capacité de connaître ces critères? Il nous faut des critères pour une procédure qui nous permet d'identifier les critères de la procédure, etc. Et finalement, on a une régression à l'infini. Et pourquoi est-ce que cette régression à l'infini qui est très problématique pour la théorie, la théorie rawlsienne de la justice, pourquoi ne pourrait-on pas l'appliquer à la proposition procédurale qui est celle de Dominique Pradel concernant les entités mathématiques? Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Dans le remplissement catégorial, la question que je posais, c'est, bon, admettons que ça marche, est-ce qu'on peut dire la même chose pour ces catégories que sont les zones humides? Est-ce qu'on peut dire la même chose que ce que Pradel dit de l'intuition de la catégorie nombre cardinal dans le cas des zones humides? Autrement dit, est-ce qu'on a affaire à une procédure d'attestation ou à des procédures d'attestation, de validation, d'analyse conceptuelle qui sont claires, que tout le monde dans le domaine de compétences ou d'expertise déploie, applique, etc. Bien, clairement, on regarde tout ce que je vous ai dit sur les critères au début, ça ne marche pas non plus. Ce qui faisait que l'approche simple ne marchait pas dans le cas des zones humides fait que ça ne marche pas non plus dans une élaboration du remplissement catégorial. Hein. On voit bien que les procédures sont insuffisantes. J'ai dit tout à l'heure, on applique les critères, ça ne suffit pas. Elles sont acceptées superficiellement. Hein. Moi, j'ai connaissance d'aucune publication qui s'est amusée à savoir dans quelle mesure est-ce que les différents critères se recoupaient ou pas, pourquoi, est-ce qu'il y a un lien entre la présence d'espèces hygrophiles et la présence de ces espèces hygrophiles-là et puis la présence de ces traces d'hydromorphie à telle profondeur. Bon, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui a été imposé au texte réglementaire et accepté à partir de là. Et l'origine, la motivation sont incertaines. Pourquoi est-ce qu'il y a telle espèce, pas telle autre? Il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles c'est quand même assez discutable. Et puis il y a aussi des erreurs logiques hein, qui sont assez problématiques dans ces critères. Hein. Je vous ai pas dit toute la vérité tout à l'heure à propos des critères. Parce qu'en fait,
les critères, donc les 3 critères sont suffisants, aucun n'est nécessaire. Donc si je n'ai pas le critère végétation, je vais regarder le critère habitat, et après je peux encore regarder le critère pédologique, je peux le faire dans tous les sens, etc. Mais quand on regarde la table des habitats qu'il y a dans le critère sur les écosystèmes, en fait, il y a des critères, il y a des habitats qui sont marqués H dans le texte réglementaire et d'autres qui sont marqués P. H, ça veut dire humide, et P, ça veut dire c'est proparté, humide, proparté ou potentiellement. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un critère de potentialité si le critère est censé être suffisant? Ça ne marche pas, il y a une erreur logique dans les textes réglementaires. Voilà, et puis finalement, mon dernier point que vous ne voyez pas, mais qui regroupe tout ça, c'est que finalement le gros problème de ces critères, c'est qu'ils sont complètement découplés de toute discussion scientifique. Ils ne sont pas intégrés dans des analyses scientifiques qui ont vocation à les discuter, les amender, les modifier à la marge ou au contraire les légitimer. Donc cette piste-là ne marche pas. Donc j'en viens à mon dernier point, qui est le plus important, hein, qui est cette question de métaphysique de l'ordinaire des zones humides. Mon idée, là, c'est que on ne peut pas remplir, densifier, expliciter l'intuition catégoriale dans le cas des zones humides avec une approche procédurale. Par contre, on le peut peut-être en s'appuyant sur l'usage ordinaire et les pratiques ordinaires d'utilisation de la notion de zone humide. Alors, l'ordinaire, vous n'êtes pas sans savoir que il a un statut très paradoxal dans notre culture, hein, dans notre culture académique, je veux dire, hein, parce qu'il a très mauvaise presse en sciences. Hein, si une évidence ordinaire entre en contradiction avec une connaissance scientifique, la réaction scientifique est de jeter à la poubelle l'appréhension ordinaire, comme si ça ne faisait pas problème. Alors qu'il existe de très grands courants, des courants philosophiques massifs, hein, qui au contraire accordent, même à l'inverse, une importance proéminente à l'ordinaire. Alors pour ne citer que les plus évidents, hein, il y a toute la littérature sur la démystification langagière dans la mouvance du second Wittgenstein et toute la philosophie du langage ordinaire, hein, qui s'autorise, hein, de critiquer des discours scientifiques sur la base de l'usage ordinaire du langage. Il y a aussi, dans le prolongement de la littérature que j'évoquais tout à l'heure, il y a toute la littérature sur le Lebenswelt du deuxième Husserl, hein, enfin du dernier Husserl, du troisième s'il faut mettre des chiffres, désolé il y a une coquille, voilà, qui va rapporter, hein, indexer la validité, la portée des connaissances scientifiques à une couche de Lebenswelt considérée comme originaire, hein, et qui va même promouvoir et voir l'oubli de cette couche originaire dans la constitution de la signification même du savoir scientifique comme une origine de la crise des sciences. Et puis il y a enfin, pour parler de choses qui sont un peu plus contemporaine, hein, la métaphysique présentiste, hein, de Iris Murdoch. Bon, malheureusement, cette éminence, proéminence même métaphysique de l'ordinaire, diversement motivée, elle est aussi souvent fragile, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des arguments très forts pour être insatisfait, des raisons très fortes d'être insatisfait de ce que proposent ces différents cadres philosophiques. Hein. J'aborde ici de manière extrêmement lapidaire des champs de recherche massifs, mais quand même, voilà, l'approche de la philosophie du langage ordinaire, elle est quand même très vulnérable à une critique qui consiste à dire que il y a certes peut-être des usages de cœur du langage qui relèvent de ce qu'on peut appréhender par une réflexion sur l'usage ordinaire, mais qu'il y a aussi il y a des périphéries dans l'usage des concepts, que leur déconnexion ou leur non-adéquation parfaite avec les usages de cœur ne suffit pas à complètement discréditer.
Il y a, concernant la philosophie du dernier Husserl, hein, vraiment la critique derridienne du présentisme dans la métaphysique occidentale est quand même très très forte. Et cette critique s'applique aussi à Iris Murdoch, hein, qui est vraiment une philosophie qui est ouvertement présentiste et qui en plus est d'un présentisme ontothéologique, hein, c'est-à-dire que c'est une vision métaphysique d'une réalité dans laquelle il existe des niveaux de réalité qui sont liés par certaines formes de correspondance dont on ne peut, et qui me semble difficile de faire tenir sans un ancrage théologique important, quoi. Donc, bon, j'ai fini de balayer de manière outrageusement lapidaire ces éléments pour vous présenter de manière un petit peu plus délayée, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire d'essayer de remplir notre notion d'intuition catégorielle des zones humides avec une prise au sérieux de l'ordinaire, sans tomber dans les travers de ces différents cadres. Pour cela, je propose, j'ai repris la citation de tout à l'heure, j'ai changé en rouge des éléments pour proposer quelque chose. Alors, ma proposition, elle rentrerait là-dedans, et il n'existe pas de procédure d'attestation, de validation et d'analyse conceptuelle scientifiquement bien cadrée des significations catégoriales de ces notions. Hein. Ces notions, c'est les notions relatives aux zones humides. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cependant, la mise à l'épreuve publique, dans des discussions inclusives, de tentatives d'identification de ce à quoi ces notions réfèrent, permet d'accéder à une réalité qui cristallise des problématiques mobilisant, mais transcendant les champs scientifiques qui sont par là mobilisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Bien, ça veut dire qu'en gros, on a des cadres conceptuels relativement clairs qui nous permettent bien d'appréhender, par exemple, certaines zones humides dans leur fonction hydrologique, avec des cadres conceptuels qui relèvent de la science hydrologique, etc. Mais discuter de ça, ben, ce n'est pas discuter de tout ce qui concerne les zones humides. Je pourrais dire la même chose pour ce qui concerne le rôle des zones humides pour telle espèce animale. Je pourrais dire la même chose de considérations qui relèvent de l'intérêt culturel et patrimonial de certaines zones humides, etc. Donc on a une profusion de problématiques pour lesquelles bien, l'usage ordinaire s'appuie sur une notion que tout le monde arrive à peu près à comprendre et autour de laquelle bien, il y a une forme de pré-compréhension limitée d'une coïncidence et convergence d'un certain nombre de problématiques. Et c'est cette réalité-là des zones humides qui est ciblée par, qui est ce dont on a une intuition catégoriale ordinaire, dans ces discours qui assument cette pluridimensionnalité. Donc, en gros, eh bien, malheureusement, vous n'allez pas voir, donc je vais vous le lire. Du coup, dans cette vision, hein, les zones humides, en tant qu'entité ordinaire, elles n'ont pas de proéminence par rapport aux entités scientifiques. Elles, comme c'était le cas dans les différentes philosophies de l'ordinaire que j'évoquais tout à l'heure, mais elles ne sont pas non plus subalternes, comme c'est le cas dans un discours plus strictement scientifique. Et elles sont possiblement transitoires. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas exclu que dans l'évolution de nos discours, de nos compréhensions, des problématiques qui se posent là, à l'heure actuelle, en ce moment, depuis une dizaine d'années autour des zones humides, il est possible que les discours évoluent, que les discours se différencient et parviennent à développer des vocables qui ciblent mieux certains aspects sans nous faire occulter d'autres aspects qui sont pour l'instant de manière un peu incoative capturés par cette notion ordinaire. Donc, l'entité ordinaire, elle a son importance, elle n'est pas proéminente, elle n'est pas subalterne, et puis elle est peut-être transitoire. Alors finalement, j'étais un poil trop long. En conclusion, en bilan, je dirais que voilà, les zones humides, c'est une notion à laquelle on doit préserver son caractère ordinaire. C'est pas une bonne idée d'essayer de la spécifier pour en faire une notion scientifique. C'est pas comme ça qu'elle marche. Pour autant, ça ne veut pas dire
je ne promeux pas un conservatisme absolu sur cette notion. Il ne s'agit pas de dire qu'elle va rester à fonctionner comme ça. Pour l'instant, elle fonctionne bien comme ça. Donc, il ne s'agit pas de la dénaturer, mais par contre, elle va peut-être que finalement, elle perdra son utilité bientôt, elle disparaîtra. Et pour autant, les critères, les procédures, les ressources mis à contribution pour clarifier, éviter d'avoir les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, qui amènent un arbitraire majeur pour savoir si c'est tout ça la zone humide ou seulement ça, c'est quand même un gros problème, surtout quand il y a des implications après pour des contraintes qu'on va imposer à certaines personnes. Donc ce que je dis n'implique pas qu'il faille abandonner l'ambition aussi de clarifier les critères dans leur côté opérationnel, dans leur solidité scientifique, etc. Mais simplement, si on le fait, dans la mesure où on ne travaille pas sur une notion scientifique, mais on travaille sur une notion qui va jouer ce rôle dans des sphères de discussion qui évoquent des problématiques beaucoup plus vastes, et bien, il faut être capable de faire ces ajustements dans une procédure qui est ouverte et qui va impliquer les différents acteurs qui sont engagés par ces problématiques. Et finalement, est-ce que tout ça est conscient ? Ça, c'est une petite boutade, parce que j'ai écrit il y a quelques années sur ces histoires de zones humides un article qui s'appuyait plutôt sur un cadre de pensée kantien, avec une opposition entre un jugement déterminant et un jugement réfléchi. Et finalement, ce que je viens d'évoquer, ça n'a absolument rien à voir avec un cadre kantien, absolument rien. Et pourtant, on aboutit à des trucs qui ne sont pas complètement divergents. Donc il va falloir un truc, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mes propres raisonnements. Il va falloir que je clarifie ça. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Yves Ménard pour cette exploration vertigineuse, un exemple de travail en philosophie de la biodiversité, ce qui est particulièrement impressionnant, ce qu'on passe de la rouille qu'on trouve dans la Terre à l'intuition catégoriale, donc d'un niveau de sensible et de concret à un tel niveau d'abstraction dans ce sens-là. Très très intéressant, donc on reviendra, donc on ouvre la discussion autour de ces deux questionnements autour de la biodiversité par les outils de la réflexion théorique autour de la poésie et par les outils de la philosophie qui nous interrogent effectivement sur comment saisir par les concepts, par la parole aussi poétique et philosophique, la réalité au fond de différents éléments de l'environnement. Donc j'ouvre la